Nous sommes de retour. OK. Deuxième partie. Push, push-up et compagnie. Donc, push-up. Donc, j'aime bien leur expliquer, donc déjà leur montrer comment on fait les push-ups, comment nous on les travaille. Il y a plusieurs façons de les faire, mais nous on les fait de cette façon-là. Donc, les coudes le long du corps, poitrine qui vient en contact avec le sol, extension complète en haut du push-up. Pourquoi dans cet axe-là? Pour deux raisons principales. Un, la plupart des mouvements qu'on travaille en schéma de poussée vont être dans cet axe-là. Lorsqu'on pousse au-dessus de la tête, lorsqu'on pousse devant, lorsqu'on pousse vers le bas en dip, on fait des thrusters, des wall balls, toutes sortes de mouvements, on est dans cet axe-là. Donc, ça nous permet de bénéficier de ce qu'on appelle le transfert de compétences. Ça veut dire que de travailler sur un de ces mouvements-là va nous permettre de progresser sur toute la gamme de mouvements, donc on gagne du temps. Deux, c'est l'axe dans lequel c'est le plus facile de stabiliser votre épaule. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres variations de push-up. Ça veut simplement dire que avant de sortir de cet axe-là, il faut avoir la maturité et la force de pouvoir stabiliser son épaule, donc avoir un bon contrôle. Donc, j'enseigne d'abord aux gens de travailler dans cet axe-là pour bien apprendre à bien stabiliser l'épaule. Et les autres stances de push-up, pour moi, c'est des mouvements qui sont plus avancés, tout simplement. Donc, la mise en place, on va avoir les mains largeur des épaules, les index vers l'avant, donc pas les majeurs, mais bien les index, ce qui va nous permettre de placer l'épaule un peu en rotation externe, ce qui va donc contribuer à la stabilisation de l'épaule. Comme pour la hanche tout à l'heure, on vient créer du torque dans l'articulation, donc on empêche les mouvements parasites, on stabilise l'épaule, on engage les lats, on engage les dorsaux. Ensuite, autre point extrêmement important, vous allez souvent voir des gens qui disent « OK, mais je ne suis pas capable de descendre, j'ai peur, je vais tomber. » Souvent, c'est qu'ils vont être placés avec les épaules en arrière des mains. Là, pour descendre, effectivement, je ne sais pas trop comment je vais faire. OK? Les épaules doivent être au-dessus, voire devant les mains, ce qui va nous permettre de garder un avant-bras vertical qui va servir d'appui, qui va servir de pilier comme une patte de chaise, comme une patte de table. Voilà. Ensuite, dites-leur de relever la tête. Regardez en avant. Parce que si vous regardez par terre, vous allez vous écraser la face par terre. Ça va aussi aider à activer plus au niveau du dos. Donc, on va avoir quelque chose qui est globalement tout plus stable, plus facile à déplacer dans l'espace. Autre point important, pour être capable de développer la force pour s'améliorer sur les push-ups, pour être capable de faire nos push-ups sur les pieds, il faut charger, il faut être sous tension, il faut garder les épaules sous tension le plus longtemps possible afin de stimuler l'adaptation et donc produire de la force, développer de la force. Donc, quand on descend, on décharge au fur et à mesure en déposant d'abord les hanches, qu'on remonte comme ça en faisant la vague, on a très peu de charge au niveau des bras. Donc, on va leur demander de viser de déposer d'abord la poitrine et ensuite le reste du corps. À partir d'ici, si ceux qui peuvent, ben, ils remontent, c'est parfait. Sinon, c'est là qu'on va remonter à partir des genoux. Ça va être très important d'effectuer la descente sur les pieds en contrôle et remonter sur les genoux. La plupart des gens vont avoir suffisamment de force pour se ralentir, mais pas tous. Il y en a qui vont tomber. Ils vont amorcer, puis à peu près rendu ici, paf, ça tombe. Bon. C'est pas grave. À ce moment-là, là, des fois, oui, il faut descendre sur les genoux ou se surélever. Donc, utiliser une box, voire une barre. Celle-là serait un petit peu trop haute pour moi, mais comprenez le principe. OK?
Donc, oui, c'est ça. Plus on va surélever les épaules, plus on va décharger, donc plus ça va être facile. Après, dans un entraînement, dans un workout, on peut mélanger les deux. Faire un petit peu la version que je vous ai montrée avant, de descendre sur les orteils, remonter sur les genoux, c'est ce que j'appelle le scaled push-up pour moi. Et qu'on peut mixer avec un bench push-up ou un box push-up quand on surélève. Et aussi, souvent, ce qu'on va voir chez les gens, c'est du manque d'amplitude. OK? Donc, oui, on les force à descendre jusqu'en bas. Puis, mettre leur ego de côté puis remonter sur les genoux pendant une petite semaine ou deux, ou un mois ou deux, puis après ça, ça va mieux. OK? Même chose, les gens qui vous disent « Ah, moi, ça me fait mal aux épaules, les push-ups », souvent, c'est parce que juste, on corrige le stance, on engage les épaules en premier, ça règle tout. C'est la même chose que le squat. Hanche, genoux. Les épaules s'engagent avant les coudes. Là. Et pas ça, là. On le voit, ça, souvent. Puis les gens, on a l'impression qu'ils fondent. Il y a le gainage qui lâche. Quand le gainage lâche, c'est souvent que les bras sont plus capables d'en prendre, donc le cerveau trouve une façon de délester. OK? Donc, on va avoir... Tac! Comme ça. Veux-tu faire une apparition dans mon vidéo? Je vais te prendre en mauvais exemple. Non, c'est vrai. C'est quoi de façon là? Normalement, c'est avec les bras en l'air. Comme ça. OK. Ouais. On t'en reparlera après, mais j'aurais dû le dire dans la première vidéo. Mais ça sera dans un autre cours, cher public. OK. Question sur les push-ups? OK. Le positionnement des mains, ça va être la même dans les burpees, dans le fond. Ça va être les mêmes? Dans les burpees. Les burpees, là. Donc, on ne va pas aller chercher un truc plus large. On va aussi essayer, pas essayer, mais vouloir avoir les épaules au-dessus des mains dans le burpees. Ensuite, donc, press, push, jerk. Vous pouvez les faire travailler du rack, encore une fois, c'est pas un problème. Par contre, moi, j'aime bien commencer le press avec le bâton. C'est plus facile à comprendre vu que c'est vraiment, plus facile à manipuler vu que c'est vraiment léger. Parce que des fois, juste le 15 livres pour les filles, beaucoup de répétitions, ça devient vite lourd. OK? Donc, mise en place, on a les pieds sous les hanches. On est solide sur les appuis, ça veut dire on tend les jambes, on serre les fesses, on contracte les abdos. Donc, moi, je leur dis, là, si je viens te pousser, tu ne bouges pas. Tu es planté dans le sol. OK? Et ça, c'est important. Parce que trop souvent, ils sont mous. Là, le mouvement ressemble un peu à rien. OK? Ils prennent déjà l'habitude de se grounder, d'être stable, d'être solide sur leurs appuis. Donc, ouais. Prise sur la barre, les mains un petit peu plus larges que les épaules. Et là, ici, on n'a pas besoin d'avoir les coudes aussi hauts que sur le front squat, mais les coudes doivent être devant la barre. OK? Et l'avant-bras, donc, principalement vertical. Première étape, on leur enseigne à reculer la tête et passer le bâton le plus près possible du visage. Okay? Ça, c'est un point à insister. Souvent, ils vont faire le tour de la tête comme ça. Avec le bâton, c'est facile. Avec la barre, moins. Et la réception. Donc, là, il y a la composante d'ouverture d'épaule qui rentre en jeu. Okay? Quelqu'un qui a une ouverture d'épaule maximum ici, mais qu'on lui demande d'avoir les bras verticaux puis de la barre au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'il va faire? Ça. Donc là, commence le combat pour améliorer l'ouverture d'épaule, c'est-à-dire être capable de maintenir un gainage, une activation et des épaules ouvertes, des bras verticaux.
Donc ça va être un gros combat et ça, c'est leur combat à eux. Il faut leur expliquer que vous ne serez pas toujours à côté, puis que c'est à eux autres de faire l'effort conscient d'aller chercher le fond de l'amplitude sans aller cambrer le dos. OK? Donc ça, c'est leur job maintenant, c'est leur responsabilité. S'ils ne le font pas consciemment, ils ne progresseront pas et ça leur appartient. Nous, on leur donne les outils. Après ça, c'est leur job. OK? Puis on va le rappeler dans les cours, tout ça, mais c'est à eux de faire le gros du travail. Des questions là-dessus? Donc, évidemment aussi, épaules actives. Donc, oui. Donc, pour l'ouverture d'épaule, le fait de venir pousser vers le haut, donc de monter les épaules, va nous permettre de gagner beaucoup plus d'ouverture, OK? Parce qu'on vient dégager l'articulation un peu, on vient décompresser, donc on vient créer de l'espace et donc c'est plus facile d'ouvrir. OK? Donc, d'où l'importance de épaules actives pour avoir accès à plus d'ouverture d'épaule. Push press, donc ce qui est important, c'est l'appel, donc le dip, ça a deux noms. En français, on dit l'appel, en anglais, on dit le dip. Donc, cette portion-là, elle est cruciale parce que c'est elle qui va déterminer où c'est qu'elle part la barre. Et c'est crucial d'avoir appris à enlever le menton avant parce que là, elle arrive vite. Tac! Ça rappelle à l'ordre assez rapidement. Donc, le dip, le buste doit rester vertical. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est une trop grosse flexion. Donc, si je descends trop bas, à un moment donné, je suis obligée de me pencher en avant. Si je me penche en avant, quand je vais pousser ma barre, elle va partir en avant. Puis là, I'm going to chase it. Je vais pourchasser ma barre. Ce qu'on ne veut pas. On veut pouvoir la pousser sur une belle trajectoire verticale. Même chose, c'est important de faire contact, pas avec le micro, mais avec la barre, au niveau des épaules, puisque c'est le corps qui va propulser la barre et non les bras. Okay? Les bras sont là pour terminer le mouvement et pour guider la barre. Rappelez-leur à la fin du mouvement de squeezer les fesses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ne savent pas se servir de leur hanche. Ils sont ici pour apprendre ça, mais du coup, il faut leur rappeler pour que ça devienne un réflexe, pour que ça devienne inné. OK? Donc, on brace, on gage les abdos, on se serre de nos hanches, on se serre de nos fesses. OK? N'hésitez pas à leur dire de pousser plus fort sur les jambes. OK? Souvent, ils ont un peu peur ou ils n'ont juste pas l'habitude, fait qu'ils n'y pensent pas. Et après, la coordination. C'est pour ça qu'au début, souvent, on va le faire. Donc, jambes, bras. Jambes, bras. Ensuite, on ajoute l'impulsion. Et on fluidifie le mouvement. Ça, des fois, ça va venir plus naturellement avec de la charge aussi. C'est pour ça que c'est bien, à un moment donné, de passer sur la barre technique. Ça leur donne un peu plus de feedback. Il faut qu'ils fassent bien le schéma moteur avant, qu'ils aient compris toutes les étapes. Quand vous voyez que toutes les étapes sont dans l'ordre, vous pouvez ajouter un petit peu de poids. Et le fameux jerk. Ça, c'est pas facile. OK? Plusieurs façons de l'enseigner. Vous allez aussi développer vos propres techniques pour transmettre le message, faire comprendre le concept. C'est la même mécanique qu'un saut. C'est la même façon qu'on produit cette impulsion-là pour faire bouger la barre. Donc, vous pouvez déjà les faire sauter, atterrir en amortissant. Et stick the landing, c'est-à-dire on marque la réception, on reset. Ensuite, on ajoute les mains. Donc, vous pouvez déjà leur faire pratiquer sans la barre, parce que dès que vous allez leur mettre quelque chose dans les mains, ils ne savent plus comment il s'appelle. Okay? Le plus... Alors, souvent, vous allez voir, il y a des gens qui l'ont naturellement, parce que c'est quelque chose de naturel d'aller chercher
un échappatoire quand ça devient trop lourd. C'est une solution naturelle de faire ça, OK? Que beaucoup de gens ont perdu. Il y en a qui vont l'avoir tout de suite. C'est pour ça que j'aime bien pas trop l'expliquer au début, parce que ceux qui l'ont naturellement, si tu commences à leur expliquer ça, ils perdent. Ils comprennent plus, là, ils essayent d'intellectualiser, puis là, ça marche pas. Fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est que je leur montre. Je dis pas trop grand-chose. Tu me fais un push-press, mais pendant que la barre, elle monte, hop, tu t'en viens en dessous. Fait que là, t'en as, des fois, paf, ils vont l'avoir. Fait que là, OK, là, tu les fais répéter, répéter, répéter. Puis là, des fois, tu arrives à le solidifier comme ça sans trop l'expliquer. Parce que quand on rentre trop dans l'explication, des fois, là, ils sont tous dans leur tête, ils sont plus dans leur corps, alors que le corps savait déjà faire. OK? Après, c'est ça. Sinon, la façon que je l'explique, c'est lorsqu'on le fait au ralenti, on le voit. Donc, une fois que j'ai propulsé ma barre et que ma barre est passée devant mes yeux, je plie mes jambes pour avoir le temps de tendre mes bras. Simplement. Donc, c'est ça. Vous avez l'option de le faire travailler sans la barre au début pour les aider à comprendre. Des fois, un petit peu de poids va les aider beaucoup plus à comprendre que juste le bâton ou juste les mains. Après, c'est ça, un drill qui fonctionne quand même bien, c'est celui-là là, où est-ce qu'on saute comme ça. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'il faut que la fin du mouvement, c'est ça. Il faut qu'il arrive comme ça. Mes jambes sont pliées, mes bras sont tendus. Donc, ça revient un petit peu à la coordination que je disais tout à l'heure sur l'overhead squat. Ils ont tendance à tout plier ou tout fléchir. Fait que là, quand je fléchis un bout puis que je tends un bout, là, des fois dans le cerveau, ça ne compute pas. OK? Voilà. Des questions là-dessus? On arrive au compound movement, des mouvements composés de squat et de press. Donc, le thruster et le wall ball. Donc, thruster, je commence généralement par celui-là parce qu'on a déjà la barre dans les mains. Donc, ça va vous servir surtout de rappel de lever les coudes sur le front squat et bien pousser avec les jambes pour compléter le mouvement et faire passer la barre au-dessus de la tête. Ici, la coordination va être primordiale, c'est-à-dire que si j'amorce à pousser avec mes bras avant d'avoir fini la poussée de mes jambes, là, mes poignets, ils prennent cher parce qu'ils se transforment en choc. Si je suis là avec mon 65 livres, que là, je suis ici, puis que là, je viens donner une impulsion, paf, ça quick, ça quack, ça coince. Donc, à force de répétition, là, ils vont dire « J'ai mal au poignet, qu'est-ce que c'est ça? » Souvent, puis tu vas le voir des fois, même si c'est des gens qui ont un bon front track, comment ça fait que ça fait mal au poignet? C'est juste de l'anticipation. Okay? Ils vont trop vite se repousser avec les mains. Donc, le poignet se retrouve coincé entre l'impulsion des jambes et les bras qui poussent. Et donc, le poignet sert d'amortisseur, puis c'est très désagréable. Donc, des fois, ça va être, en solution, ça va être de réduire la charge, de réduire le nombre de répétitions. Moi, je suis passée par une phase de douleur extrême au poignet sur les thrusters. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'en braillais. Et puis maintenant, ça va bien. Fait que, d'où l'importance, c'est ça, d'un bon front track, d'une barre qui est vraiment au niveau de la gorge et des épaules, parce que c'est ça qui permet de propulser la barre avec les épaules, puis de relâcher les poignets. Le wall ball, ça va être un peu la même chose. La coordination va être importante. Et là, ici, la position va l'être aussi beaucoup. Donc, sur le wall ball, position le ballon devant le visage, avec les coudes en dessous. Si on a les coudes ou les mains sur le côté comme ça, pour propulser, c'est compliqué. Vos épaules vont être beaucoup plus faibles et vont se fatiguer plus rapidement. Après, il y a des gens qui vont devoir descendre moins bas parce que s'ils n'ont pas la maturité dans leur squat, donc ils ont un squat qui est naturellement beaucoup vers l'avant, on leur rajoute un poids en avant, ils vont être encore plus penchés en avant.
il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal au dos sur les wall balls. Donc, la solution, ça va être de réduire un petit peu l'amplitude, réduire le poids, leur apprendre à être un peu plus patient, puis à se focusser un petit peu plus sur la qualité du mouvement. Leur faire penser de propulser le ballon avec les jambes le plus possible, terminer avec les mains. J'ai déjà eu un cas de rhabdo sur une première séance avec des wall balls, rhabdo du bas du dos, à cause de ça. Le gars, il avait vraiment, tu sais, un squat immature, puis il a voulu pousser quand même, puis il écoutait pas tant qu'est-ce qu'on lui disait. Fait que rhabdo du dos. Voilà. Donc, les premières séances de wall ball, même si la personne fait 1 mois qu'elle est là, on y va mollo avec la charge. Surtout, c'est ça, si la posture du squat n'est pas terrible, on réduit la charge. Okay? Mieux vaut sous-estimer que surestimer. Dernière chose que je voulais dire, je sais pas, oui, on va avoir tendance, vu qu'on a une charge en avant puis qu'on a une bonne charge excentrique quand le ballon revient, à être plus sur les orteils. Okay? Mais en contrepartie, les gens qui ont moins de flexion de cheville vont être un peu avantagés parce que du fait du poids en avant, sont capables d'avoir un contrepoids puis de descendre un petit peu plus bas. Fait que voilà, il y a plein de petits tweaks à faire dans le wall ball. Mais généralement, les gens haïssent ça pour mourir. Ça se peut qu'il y ait mal au cou aussi. Il y a des gens qui vont être raqués du cou aussi beaucoup après. Moi aussi, quand j'en fais 150, je le sens. C'est normal. Après, si les gens vraiment ont mal pendant la séance, réduisez le nombre de répétitions ou adapter parce que c'est quand même pas souhaitable. Normal qu'on soit un peu raqué de là le lendemain, mais si pendant la séance, ça commence déjà à se contracturer, on prend un step back. Et on termine avec les inversions. Donc, notre ami le pike push-up. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner avec le micro. Désolée si ça griche. We will see. Même stance que les push-ups. On va venir rapprocher. Merci. On va rapprocher les pieds des mains. Donc, les fesses vont être en l'air, d'où l'appellation pike push-up. Et là, ce qui est primordial, c'est d'aller déposer la tête devant les mains. OK? Si les gens ont peur ou qu'ils sont pas à l'aise, mettez-leur un hammat. OK? Parce que oui, des fois, ça descend vite. Faut que les gens se tapent la tête par terre. Autre chose très importante, on dépose le sommet du crâne, pas le front. OK? Si on dépose le front, ça coince au niveau cervical. Si on dépose le dessus de la tête, c'est solide. OK? Ça peut supporter beaucoup de poids si c'est bien aligné. Donc, on garde la tête en position neutre. Donc, je vais venir déposer ma tête devant mes mains pour former un triangle entre mes mains et ma tête. Donc, là, je vois mes mains. OK? Donc, c'est important que quand, imaginez-vous que je suis au sol, mes mains devraient être comme ça, je les vois dans mon champ de vision. Si je ne les vois pas, c'est qu'ils sont sur la même ligne que ma tête. OK? Donc, ça vous donne une bonne indication. À partir du sol, on va tenter de remonter. Certaines personnes vont y arriver, d'autres pas encore. S'ils n'y arrivent pas encore, ils déposent les genoux, ils se remettent à genoux. OK? Expliquez-leur ça au début, pour qu'ils fassent « Ah, je suis pris! » Comme des petites tortues sur le dos. Ce qui est important ensuite pour terminer le mouvement, c'est de terminer avec l'extension des épaules. Donc, on vient ouvrir les épaules, passer la tête entre les bras. Les gens ont souvent tendance à faire des espèces de vieux push-up inclinés, là, comme ça, là. C'est pas ça le mouvement. OK? C'est vraiment pas ça. Si les gens, il y a des gens qui bloquent puis qui ont peur. Fanny, est-ce que tu voudrais me faire un pike push-up? Que je puisse montrer comment parer? Mais je vais le faire avec toi. Fait que ça sera pas difficile. Donc, pour parer quelqu'un sur un pike push-up,
vous lui tenez les hanches et vous l'accompagnez, tout simplement. Voilà, merci. Donc, vous l'accompagnez dans la descente et dans la remontée. Souvent, il faut des fois juste 2-3 reps, puis là, ils prennent confiance. Puis là, après, vous avez juste vos mains là, puis vous vous rendez compte qu'ils le font tout seuls. OK. Box handstand push-up. Je n'ai pas pris de box. Je vais aller chercher un box. Je vois Sabrina qui surveille les garçons du coin de l'œil. C'est bien, c'est très bien. Je te comprends, je suis pareil. Moi, ça tombe bien que je sois de dos, sinon j'aurais pas pu. Donc, box push-up. C'est la même chose qui s'applique que le pike push-up. Même stance au niveau des mains, même triangle, même motion d'avancer vers l'avant pour maintenir l'avant-bras vertical. Okay? C'est votre appui. Votre appui est canté. Vous allez canter vous autres avec. Même chose, si les gens ont peur, on met un petit coussin. On peut les accompagner de la même façon que j'ai fait avec le pike push-up. Version plus facile, on va mettre d'abord les genoux sur la boxe. Donc, pour l'amour de Dieu, mettez vos mains et ensuite vos genoux. OK? Sinon, vous allez avoir l'air d'un petit chat qui essaie de pêcher un poisson dans un étang puis qui tombe en pleine face. Donc, les genoux au bord de la boxe et on vient déposer le dessus de la tête. Termine en extension complète. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le son. Même chose, ça se peut qu'ils soient capables de descendre, mais pas de remonter. En quel cas, on fait que déposer les pieds à côté de la boxe. Faut qu'il soit capable de remonter sur son pike push-up, oui. Mais là, s'il est pogné là, faut que tu lui montres comment descendre, pauvre petit chat. Parce qu'il y en a qui vont faire « Ah, j'ai pris! » Non, après, il y a des gens qui vont réussir mieux là, à genoux ici que le pike push-up. Le pike push-up puis les genoux sur la boxe, c'est un peu équivalent, c'est un peu proche en termes de charge. Fait que moi, j'ai déjà vu des gens y arriver mieux parce qu'il y a une composante de placement sur le pike push-up puis des fois de souplesse d'ischio qui rentre en ligne de compte qui fait que des fois, ils sont plus à l'aise là-dessus. Voilà. Et c'est comme plus facile d'avancer aussi que le pike push-up. Fait que ça, tu vas le voir avec les gens. Des fois, tu vas voir, tu sais que la personne, elle a la force, mais là, sur le pike push-up, ça marche pas parce que le setup est bizarre pour elle. Tu le mets sur la boxe, ça marche. Quand ça, c'est facile, on passe aux pieds. Alors, lorsqu'on va mettre les pieds sur la boxe, souvent, l'erreur trop commune, c'est que les gens vont se mettre trop loin de la boxe. Fait que là, ils se font une espèce de push-up incliné dégueulasse. Je vais vous montrer. Je vais essayer. Des fois, je suis pas capable de faire les mauvais mouvements. C'est ce qu'on disait avec ça. Tout à l'heure, j'essayais de montrer un mauvais, genre un keeping qui swing ou un knee raise qui swing. Je suis pas capable. Je suis pas capable de mal le faire. Donc, oui, souvent, ils vont faire genre ça, comme ça, là. C'est pas ça le mouvement, OK? Donc, sur la version pied sur la boxe, on peut plier les jambes, hein, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas la souplesse, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est important d'avoir le plus possible les hanches au-dessus des mains pour venir se déposer comme ça. Et là, ici, ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir l'option de descendre pied sur la boxe, puis mettre les genoux pour remonter. Oh, j'ai plié sur mon doigt. Donc, ça vous permet, un peu comme les scaled push-up, faire la descente plus chargée, mais réussir à remonter quand même. Donc, des fois, les gens vont passer par cet intermédiaire-là, entre-temps. Des questions? Okay. Donc, le handstand push-up, c'est très rare que je le monte en cours fondation. Généralement, c'est rare que les gens sont rendus là.
J'ai eu quelques garçons qui avaient déjà, là, ça allait bien, faire le push-up et tout. Ça faisait, ils avaient déjà été capables de monter à l'équilibre au mur, fait qu'on pouvait déjà voir le kick-up, donc de monter à l'équilibre, comme ça au mur. J'ai pas de problème avec ça. Juste, c'est ça, il faut s'assurer que être sûr de son cou, d'être sûr que la personne a suffisamment de force dans les bras pour supporter son propre poids. OK? Parce que des fois, les gens, ils oublient qu'ils ont 40 ans, que la dernière fois qu'ils avaient fait ça, il y avait 12 ans, puis qu'entre-temps, ils ont pris quelques livres, puis qu'ils se rendent pas compte que leur bras n'a pas suivi en termes de force. Fait que ça fait « Oui, j'y vais! » à terre, OK? Donc, de toute façon, vous allez le voir là, en faisant la progression. Tu sais, si déjà la fille, elle a fait 5 press avec la barre à 15 puis qu'elle shakeait, tu vas pas y mettre la tête à l'envers au mur. Ouais, on est pas calme. Okay? Mais donc, si vous amenez quelqu'un à monter au mur, donc à faire le kick-up, quelques points très importants. Donc, quoi qu'il arrive, tu gardes les bras tendus. Tu ne plies jamais tes bras. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on arrive au mur, on franchit l'horizontale. Donc, entre l'horizontale et le mur, il y a une demi-seconde où vous allez avoir l'impression de tomber. Et donc, pendant une fraction de seconde, le cerveau va avoir peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Donc, je leur explique, tu vas avoir l'impression que tu tombes. Tu ne tomberas pas, le mur est là, il ne s'en va nulle part. Et donc, quoi qu'il arrive, tu gardes les bras tendus parce que ça dure vraiment juste une fraction de seconde. Dès que le pied arrive au mur, le cerveau a plus peur, puis ça va. Mais si, à cette fraction de seconde-là, tu laisses le réflexe s'exprimer de fléchir les bras, tu te ramasses la gueule à terre. Et toi, tu as beaucoup envie de rire, mais pas la personne. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, de ne pas mettre la personne en situation de chacun. Deuxième chose, on veut garder le regard entre les mains. Parce que, pareil, si on rentre le menton puis qu'on regarde le mur derrière, on va être beaucoup plus enclin à fermer les épaules. OK? Parce que là, comme ça va tout dans le même sens. On ouvre. Là, je rentre ma tête, mes bras suivent, mes épaules se referment. Donc, bras tendus, regard au sol. Deuxième chose, on ne va pas directement monter au mur. On va d'abord informer le cerveau de ce qu'on s'en va faire. Donc, on va graduellement juste faire quelques appels. Comme ça. Ce qui va aussi vous permettre, vous, de voir, y a-t-il de la force dans les bras, il n'y en a pas. 2, y a-t-il assez de force dans les jambes pour décoller les pieds? Des gens qui l'ont pas, ça. OK? Ça va faire ça. OK? Eux, ils n'ont pas encore la force de monter. Et là, ben, à partir de là, on dit, OK, on y va graduellement, on kick de plus en plus fort. Et l'étape suivante, je leur dis d'aller repérer le mur en pliant la jambe. Donc, ça va faire ça. Fait que là, ils font comme, OK, oui, le mur est là, le cerveau est rassuré. Et ensuite, on va lancer les jambes tendues. Donc là, on a plié la jambe pour aller repérer le mur, dire, OK, il est là. Et après, ça va être de lancer la jambe tendue pour faire un levier plus puissant. Et amener la deuxième jambe plus rapidement pour compléter le mouvement. Tout en poussant dans les épaules. Donc, c'est toutes les mêmes choses qui s'appliquent que sur le press tout à l'heure, sur le push-jerk. Donc, pousser dans les épaules, garder les abdos actifs. Voilà. Et après, si on a vraiment un beau kick-up et qu'on faisait déjà 25 box handstand push-up, peut-être que là, je vais leur apprendre à descendre déjà juste en négatif sur le handstand push-up, mais je ferai une autre formation sur le handstand push-up tout seul. Comment on apprend à kipper, comment on apprend tout ça. Des questions?
À quand? Je vais filmer la dernière partie, je vais la couper au montage.